Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler de cinéma japonais. C'est quand même l'un des meilleurs pays du 7e art, il faut le dire, et un peu toutes les périodes. Avec ici une œuvre sortie en 1965 intitulée La femme de Seisaku, ou en version originale Seisaku no Tsuma, réalisée par Yasuzo Masumura, dont je découvre totalement l'univers ici, et qui revient un petit peu dans l'actualité, car il y a un cycle actuellement, où, au moment où je sors de cette vidéo, je ne sais pas quand elle sera publiée, si c'est toujours le cas, mais cycle de certaines de ses œuvres, donc présentées en salle, je crois que c'est Joker Films qui s'en occupe, et La femme de Seisaku fait partie donc de ces rééditions, 4K hein, en plus, hein, donc d'un cinéma peu connu, voilà, de Monsieur Masumura, qui est l'un des fers de lance de cette nouvelle vague japonaise de l'époque. Sur un scénario, ce film, et c'est très important de le préciser, de Monsieur Kaneto Shindo, qui avait fait Onibaba l'année d'après, Koroneko ensuite, deux films que j'ai vus, mais je n'ai parlé que d'Onibaba. Il avait avant fait L'île nue. Et peut-être sur le côté sombre, âpre, abandonné de ce Japon, avec des femmes qui souffrent, je crois que dans l'écriture, il y a quelque chose. Mais à la base, c'est une nouvelle écrite par Genjiro Yoshida. Au casting, dans les rôles principaux, nous avons, on va citer les deux acteurs, hein, la femme et l'homme. La pauvre Okane est jouée par Ayako Wakao, qui rejouera pour le metteur en scène ensuite, même chez Ozu. Et l'homme, Seisaku, est interprété par Takahiro Tamura. Voilà, qui a joué aussi... je sais plus, mais il me semble que j'ai déjà vu ailleurs, à voir. Il rejouera pour le réalisateur où il avait joué avant. Et c'est une histoire très dure qui se déroule au début du XXe siècle au Japon. Et déjà, j'ai envie de m'arrêter là, avant le synopsis. Parce que j'ai eu cette réflexion, c'est une époque très rarement mise en scène, je trouve, hein, du moins sur les films que j'ai vus, dans le cinéma japonais. Souvent, voilà, on a le côté médiéval, samouraï et tout, ok. Harakiri ou d'autres Kurosawa, enfin, et des films de Kurosawa, parce qu'Harakiri c'est Kobayashi, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, on va plutôt avoir des films autour de la Seconde Guerre mondiale, ou surtout les conséquences de celle-ci, bombe atomique, etc. Là aussi, cinéma de Kurosawa, mais pas que. Là, on est donc vers 1904-1905, hein, en pleine guerre russo-japonaise, entre deux empires, voilà, bon, c'est important la guerre ici. Même d'ailleurs dans l'écriture probablement de Shindo, parce que je crois qu'il y avait un peu de ça dans certaines de ses œuvres que j'ai vues avant. Donc c'est ce Japon abandonné, même qu'on connaît peu nous occidentaux, à travers le cinéma. Et c'est exactement ce qui est montré. Un Japon, ici avec surtout ce village là, qui est un petit peu hors du temps, hors de l'espace, laissé pour compte, hein, si vous voyez, c'est pas très riche, mais quand même ils font partie, ces gens-là que l'on voit dans le film, de la vie japonaise, notamment quand on doit appeler des soldats hein, pour aller combattre contre la Russie. C'est d'ailleurs ce qui va se produire pour le héros local, Seisaku, qui revient d'abord du service militaire, il est vraiment adoré. Hein. C'est un petit peu le chef spirituel, mais très jeune, l'influence, l'inspiration, notamment des aussi jeunes que lui, ou plus jeunes que lui, de ce village, avec cette idée de cloche à sonner et tout. Voilà, il revient du service militaire, il va être engagé à la guerre, extraordinaire. Et gros contraste avec Okane, qui elle est une femme méprisée, qui revient dans ce village, auprès de sa mère, ça va être terrible, une histoire de tragédie, de drame autour. Elle qui a été l'épouse achetée, hein, si on veut, d'un riche marchand, que l'on voit au début, il va vite crever, il n'y a pas de spoiler là-dessus. J'allais dire cet horrible homme, même pas, mais quand même, enfin, ah, il l'a vraiment acheté. Et le pire, c'est qu'elle elle a subi ce mari, plus riche. À sa mort, forcément, elle récupère un peu d'argent. Et elle va être méprisée en retour. C'est-à-dire que, en gros, la dame, rejetée. Partout. Par ce choix qui était un non-choix d'aller avec ce riche marchand, peut-être pour faire vivre sa famille, tout ça. Et une fois revenu, c'est la catastrophe, c'est la déchéance. Elle et sa mère, ben voilà. Mais, gros contraste donc, une histoire d'amour impossible va naître entre ce héros et cette dame rejetée. Donc l'idée de femme rejetée qui souffre, abandonnée, ça, c'est très propre
au cinéma, alors déjà donc du scénariste M. Shindo, peut-être aussi de Masumura. Et évidemment, alors Masumura, je ne sais pas trop comment est son cinéma, mais de ce que j'ai pu comprendre, il est vraiment en mode société japonaise qui va pas bien, qui n'est pas montrée positivement, surtout à cette époque, avec des gens rejetés, considérés comme inférieurs, et il n'y a pas de moralité hein, là-dedans, c'est dur. Et ben, on est vraiment plongé dans une sorte de huis clos dans ce village, parce que c'est souvent en intérieur que c'est filmé, les peu de moments hors, voilà, autour de cette cloche, d'accord, on prend un peu de la hauteur, mais c'est très illusoire, et alors, le dernier acte, je ferai une zone spoiler, hein, est déchirant. En fait, le film, vous avez le build-up, il y a cette introduction, avec ce riche marchand, toi, qui aime bien prendre des mains, il est mis à nu, d'ailleurs le film est assez osé, hein, pour les années 60, il est pas mal. Oui, dans Nibaba aussi, j'avais songé à cela, oser autrement. Mais ça montre des choses, ça montre des corps, un peu au début avec ce riche marchand, et surtout vers la fin avec le héros, là. Et oui, il y a ça, et puis après, tout ce qui se passe dans le village, on est vraiment enfermé, ça étouffe. Et cette femme, donc, Okane, elle subit. Elle va perdre sa mère, ok, bon, ça c'était prévisible, hein. Tout ça c'est la première partie, après avoir perdu son mari. Tout va mal, les gens autour sont dégueulasses, hein. Elle est traitée de sorcière, en plus, elle est vue comme la vache à lait, en plus, mais aussi comme une prostituée, enfin, tout y passe, quoi. Elle est insultée de toutes choses. Et en plus, ces hommes-là, surtout, presque la convoitent corporellement, enfin c'est vraiment ignoble, hein. Mais les autres femmes sont jalouses, ou, bon, c'est, voilà, parce que forcément, quand elle va se mettre un peu avec Seisaku, oh là là, la réaction autour, c'est affreux. On a un Roméo et Juliette local, là, mais Seisaku, il va devoir partir à la guerre. Et donc il va se passer beaucoup de choses. Mais alors, spatialement et sur l'ambiance, c'est ce que j'étais en train de dire en fait, hein, le build-up. On accroche ou pas, voilà, mais on s'accroche, parce que c'est vraiment dans le côté très âpre, hein, j'ai pas d'autres mots là. Et après arrive la finalité. On s'y attend, hein, c'est un vrai drame, hein, c'est un film qui... Si vous n'êtes pas dans une bonne... je sais pas... bon état d'esprit, plutôt un bon état d'esprit, ça peut être triste à voir, quoi, voilà. Mais c'est assez extraordinaire. Donc, cinéma japonais de la nouvelle vague... c'est pas vraiment, voilà, on va pas montrer des exploits médiévaux, on va pas non plus... mais c'est très proche de ce qu'a pu vraiment être au début du XXe siècle. Ça montre un vrai Japon. Ça montre quelque chose... Alors, j'ai pas forcément de comparaison, à part du coup peut-être les œuvres de Monsieur Kaneto Shindo, mais dénuées ici de fantastique. Peut-être quelque chose de Monsieur Inamura dans la balade de Narayama. J'y ai pensé. Alors c'est très différent, mais dans cette idée d'abandon, là, de huis clos d'un village qui est un petit peu en dehors d'eux. Et je crois que Bara de Narayama, ça se déroule une cinquantaine d'années avant, peut-être même pas, dans un 19e siècle, fin de 19e siècle japonais, deuxième partie du 19e siècle, dont on parlait assez peu aussi au cinéma, de toute façon. À part peut-être des gens qui voulaient rester samouraï dans leur esprit, mais alors là, il n'y a pas de chevalerie. La seule chevalerie qu'on voit dans le film, c'est quand Seisaku s'entraîne là, militairement, où on a l'impression qu'ils essayent d'avoir cet héritage samouraï avec des bâtons, là, mais on n'y croit pas. Et derrière, voilà, alors lui, il est du sacrifice, double sacrifice, pour la nation japonaise, certes, et peut-être aussi sacrifier sa réputation auprès d'un amour impossible. Bon. Et spoiler, il faut qu'on y arrive là, c'est obligé. Ce qui va se passer entre les deux est terrible, d'autant plus, Okane et Seisaku vont vraiment s'aimer, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'intimité qui sont très très forts, c'est un amour à la dure, quoi. Rejeté, abandonné autour, enfin, non approuvé en tout cas, il y a des moments d'étreinte très fortes. Il y a un moment corporel, alors, il revient de la guerre, blessé, il a été blessé, il a accepté une mission quasi-suicide, ok, il a quelque chose à se prouver, hein, lui, vraiment, il se porte en tant que héros, il assume ceci, en acceptant cette mission-là, avant, en sonnant la cloche pour aller dire aux gens, allez, motivez-vous et tout, hein, puisque vous me considérez comme un exemple, voilà, je vais vous montrer l'exemple. Mais en fait, cette cloche, ça sera plus le glas hein, qui va sonner d'une certaine façon. Donc ces étreintes corporelles entre Okane et Seisaku sont très fortes, notamment quand il revient de la guerre avec son corps blessé. Il y a un moment, voilà, très... presque érotique, hein, qui n'était pas évident à montrer dans le cinéma japonais des années 60. Une liberté, d'où le côté nouvelle vague japonaise. Et c'est là, le noir et blanc est remarquable, hein, sur ce jeu d'intérieur, de contraste des corps et de cet aspect un peu sombre autour, de la colère extérieure, et ici, ce moment où les choses se referment. Sauf que Okane, à un moment, elle apprend que Seisaku va retourner à la guerre, malgré ses blessures et tout, oui, c'est son destin. Et pour le conserver à ses côtés, elle lui crève les yeux. Il y a un côté mythologique, là, un petit peu aussi, enfin, c'est un amour qui transcende les choses.
On en est dans ce drame-là. Okane, elle est tellement à fleur de peau, elle est prête à tout pour lui, elle aimerait mourir avec lui. D'ailleurs, il y a cette étreinte extraordinaire, là, où elle dit « Ah, ben, je pourrais mourir maintenant. Il faut que cet instant dure pour toujours, quoi. » Et elle lui crève les yeux pour pas qu'il reparte à la guerre. Alors là, derrière, c'est toute l'absurdité du système. Hein. Ce Japon méprisé, probablement, enfin, qui méprise, et un peu méprisé par le metteur en scène ici, de ce côté héroïque. Presque pas un tribunal de guerre, mais pas loin. Le gars, il vient de se faire crever les yeux. Ok. Et ben, on se demande s'il l'a pas fait exprès pour éviter d'être appelé au combat. Voilà. Il y a cette question-là qui est absolument absurde. C'est ce côté absurdité là. Donc tout ce quand je dénué de moralité. Voilà, on montre pas du tout, le Japon va en guerre en mode héroïsme et tout. D'ailleurs, le héros tombe, hein. Le héros tombe complètement. Et Okane, visiblement, elle va se faire mais tabasser. À un moment, j'ai cru que ça allait partir au viol. Enfin, c'est incertain. Hein. Et envoyée en prison et tout. D'ailleurs, à un moment en prison, on voit le temps passe, elle traîne ses chaînes, là, c'est presque comme des serpents noués autour d'elle, enfin, cette idée de boucle et d'enfermement, d'étouffement global, là, jusqu'à ce moment-là, où vous avez même de la fumée qui apparaît, on est presque ailleurs, là. Et elle va revenir. Et Seisaku va rester, ils vont quand même vivre leur amour, mais alors, mais à quel prix? Ils sont complètement des parias. Et Seisaku, il devient... lui aussi, il est rejeté, hein, il n'est plus héros. On le voit à la fin, il se fait jeter des pierres, il est aveugle en plus, par les enfants. Les enfants qui étaient inspirés par lui, probablement avant. Il y a cette idée de cloche qui va balancer, là, c'est fini, quoi, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, si ce n'est cet amour qui quand même subsiste. Et il y a presque une forme de fausse happy end, là. Il y a un côté un petit peu ironique avant, où quand la guerre est gagnée par le Japon, triomphe, mais alors triomphe, hein, victoire à la Pyrrhus, mentalement et moralement, psychologiquement, puisqu'on abandonne quand même à côté, notamment le héros, hein, et sa compagne méprisée. Bon, et c'est d'une tristesse, mais j'aime bien ça, parce que ça assume complètement, et dans ce dernier acte-là, ça va très loin, et dans le cinéma, c'est vraiment formellement jusqu'au boutiste. Et jusqu'abouti, on pourrait même dire ça. Je ferme Amazon Spoiler, belle découverte, belle, oui, belle, triste, sombre, mais belle découverte du cinéma de Yasuzo Masumura avec ce film. J'en verrai d'autres, hein, bien sûr. Peut-être pas dans l'immédiat, mais en même temps, le cinéma japonais, je pars dans tous les sens. J'ai une petite pause sur Akira Kurosawa, là. Bon, je suis quand même beaucoup sur Kiyoshi Kurosawa aussi, voilà, mais il y a aussi des réalisateurs qui sont un peu plus obscurs, comme celui-ci, qui mérite d'être donc remise en avant, et c'est le cas, ou ça a été le cas là ces dernières semaines, au cinéma. Donc profitez-en, s'il y a encore quelques séances pour voir des Masumura en salle, n'hésitez pas, notamment donc La femme de Seisaku, et probablement d'autres films qui sont tout aussi passionnants. Et je me suis rendu compte d'ailleurs après coup que j'avais déjà entendu parler de ce réalisateur. Enfin, il y a un film que je voulais voir, je savais pas que c'était lui, il y a quelques années, mais bon, je l'avais trouvé dans une qualité assez déplorable, donc je ne l'ai pas vu, c'est Tatouage, dont on avait parlé, il me semble, qui était revenu sur le devant de la scène, je ne sais plus dans quelles circonstances, il y a peut-être 3-4 ans. Bon, voilà, j'ai vu celui-ci, finalement, La femme de Seisaku, que je vous conseille, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui n'est pas joyeux, voilà. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine, ciao.